C'est la période des examens de fin d'année et les élèves s'activent pour réussir ces différentes épreuves à cet examen de fin d'année. Aujourd'hui, nous parlerons avec notre expert de comment organiser ces révisions afin de réussir brillamment les épreuves des sciences de vie et de la Terre. J'ai avec moi un grand homme enseignant des SVT et qui a réussi brillamment à enseigner cette matière depuis plusieurs années. Il a accepté notre invitation et tout à l'heure, je vous présente notre expert. Il est dans notre studio, il est sur le plateau David Expert, il est professeur certifié de sciences de vie et de la Terre. Je vous l'ai dit, merci Monsieur Amoussa d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir, moi. Amoussa Waliou, c'est bien ça? Oui, Amoussa Waliou. D'accord. Oui. Vous êtes enseignant des SVT depuis plusieurs années, vous êtes professeur certifié, vous enseignez au collège et lycée. Oui. D'accord. C'est pour nous un plaisir de vous avoir malgré votre agenda si chargé. Vous avez quand même décalé beaucoup de programmes pour répondre à ce rendez-vous afin d'édifier nos apprenants en classe d'examen. C'est bien ça. Tout à fait. Merci. Et je voudrais quand même savoir, aujourd'hui, les examens, aujourd'hui, dans quelques mois, ou sinon dans quelques jours, c'est les examens. Comment est-ce que l'épreuve de sciences de vie et de la Terre se présente aujourd'hui en termes de format? Ok, merci beaucoup, monsieur l'animateur. Et il faut comprendre d'abord que quand on prend l'épreuve des SVT, ce n'est plus comme à l'ancienne où il faut bûcher pour venir déverser. Non. Quand on prend l'épreuve. Et comment ça se passe? Naturellement, l'épreuve est subdivisée en deux parties. Il y a la partie 1 intitulée Restitution organisée des connaissances. Et la partie 2 est intitulée Résolution de problèmes à partir des données, des documents fournis. Ça veut dire quoi? En partie 1. En partie 1, tel qu'on l'a dit, restitution organisée des connaissances, il n'est plus question de bûcher et de venir déverser tous azimuts. Non. Il faut apprendre le cours, tu maîtrises le cours, c'est bon, mais dans le même temps, tu dois organiser tes connaissances. Puisqu'on n'a pas dit restitution de connaissances, on a dit restitution organisée. Donc, il y a un libellé, le sujet est libéré et aujourd'hui, maintenant, les candidats doivent s'estimer très, très heureux parce que tout récemment, il y a une révision du format de la partie 1 et désormais, les inspecteurs ont jugé bon d'accompagner le libellé d'une annonce du plan. Et désormais, le candidat sait quand même dans quel champ il doit travailler. Et maintenant, après ça, la partie 2. Il y a des documents. D'abord, il y a un contexte pour situer l'apprenant, pour situer le candidat. Et en même temps, des documents lui sont fournis. Et c'est suite à l'analyse de chaque document qu'il y a une information à collecter. Une information qui va l'aider à résoudre le problème, comme cela se doit. Donc, il traite chaque document, il collecte une information. Et après la collecte des informations, vient maintenant le traitement des informations. Et c'est là où il va mettre en relation toutes les informations qu'il a collectées dans chaque document. Il va les mettre en relation avec des connecteurs logiques pour pouvoir faire une synthèse en vue de résoudre donc la situation problème, comme cela se doit. Et au premier cycle... Et ça, c'est au BPC, bien sûr. Au BPC. Au premier cycle, pour les aider, eh bien, il y a des indications. Juste après la tâche, il y a des tirets. Par exemple, de tels documents, il faut faire telle chose, il faut collecter ceci juste pour les orienter. Donc, en réalité, au BPC, aucun problème ne se pose. Donc, si je comprends très bien, si l'élève déjà suit les différentes consignes qui sont données sur l'épreuve, il pourra s'en sortir. Il pourra s'en sortir. Et donc, je résume un peu. La première partie ne consiste plus maintenant à faire de bûchine et vous bûchez, vous déversez. Ce n'est plus ça. Pas du tout. Donc, il suffit seulement de suivre pas à pas les tâches ou les consignes qui sont données. Et quand il s'agit du baccalauréat, comment est-ce que ça se passe? Quand il s'agit du baccalauréat, nous avons plusieurs séries. Il y a la série ABC. Quand on prend la série ABC, c'est
toujours le même format qu'au premier cycle. Là, ils ont une partie 1 toujours, intitulée Restitution organisée des connaissances. Et il y a toujours un test là pour les recadrer. Et en partie 2 aussi, il y a une seule situation problème. Maintenant, la différence là, c'est que il y a des tâches uniques. Il n'y a plus d'indications qui puissent les orienter. Parce qu'on juge bon que la maturité est là par rapport aux enfants du BPC. Le second cycle, ils sont plus matures. Maintenant, quand on va prendre la série D, le bac D par exemple, de la seconde D jusqu'en terminale D, il y a la partie 1 intitulée toujours Restitution organisée des connaissances, toujours le même format. Et en partie 2, on a 2 situations problèmes. Situation problème 1, avec contexte, document, tâche unique. Il n'y a pas d'indication. Et situation problème 2, contexte, document et tâche unique aussi. Donc là, voilà un peu le format de l'épreuve et du bac. Et quand vous prenez une copie d'apprenant, à quoi vous vous attendez souvent en termes de contenu pour mieux apprécier et corriger? Parce que je sais que vous allez également à la correction et vous avez quand même d'expertise en termes de correction de copie. À quoi vous vous attendez de la part d'un apprenant généralement? En réalité, quand on prend la correction, la grille d'appréciation des copies, il y a 2 critères. Il y a 2 critères. Il y a le premier critère, C1, intitulé pertinence de la production au double plan de la démarche et du contenu. Et le critère numéro 2, il y a cohérence interne de la production. Donc, quand on prend le premier critère, la pertinence au double plan de la démarche et du contenu, il y a 3 indicateurs. I1, quand on prend le I1, d'abord, il faut en partie 1, il faudrait que l'élève puisse poser le problème et puisse annoncer le plan. Et là, nous avons 0,50. Maintenant, quand on prend le deuxième indicateur, I2, nous avons à mobiliser les idées essentielles par rapport au problème posé. Et là, nous avons le fond. Est-ce qu'il a respecté le plan? C'est le moment d'exécuter le plan qu'on a annoncé déjà dans l'introduction. Maintenant, après ça, nous avons la conclusion. C'est là le troisième indicateur, I3. Là, est-ce qu'il a formulé une conclusion en relation avec le problème, en lien avec le problème? Maintenant, quand on prend le deuxième critère, C2, et cohérence interne de la production, si on prend ça, nous avons seulement 2 indicateurs. Le I1, là, il faut voir est-ce que les idées mobilisées sont en lien avec le problème. Et le deuxième indicateur, il faut voir est-ce que la conclusion est en lien avec le problème. Donc, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à la grille d'appréciation des copies en matière de partie 1, restitution organisée des connaissances. Et partie 2? Partie 2. Oui. Il y a aussi les 2 critères, toujours les 2 critères, pertinence et cohérence. Quand on prend le C1, il y a 2 indicateurs. Il y a 2 indicateurs. Toujours dans la partie C1, il y a 2 indicateurs. I1. En I1, il faut que l'élève puisse collecter les informations appropriées, les informations attendues après l'analyse de chaque document. Maintenant, en I2, il faut qu'il puisse mettre en relation ces informations que lui-même il a collectées pour résoudre le problème. D'accord. Et maintenant, quand on prend le C2 toujours, cohérence interne de la production, eh bien, il a déduit. Donc, il faudrait que sur 3 documents, 2 au moins des déductions soient correctes. Là, on lui libère les points, c'est 0,50. Et en I2 maintenant, il faut voir est-ce qu'il a formulé une synthèse en lien avec le problème. Et s'il n'arrive pas à bien formuler 2 sur 3, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué en ce sens que je suppose que nous avons 3 documents. Oui. Et chaque document porte une information. Oui. Dont il a besoin pour résoudre le problème. Oui. Et sur 3 documents, il a réussi à collecter une seule information correcte. Oui. Vous voyez qu'il est déjà en difficulté. C'est vrai. Naturellement. C'est vrai. Il est déjà en difficulté. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.
comme l'indicateur l'a dit, au moins des déductions doivent être correctes. D'accord. Oui. Et je voudrais quand même savoir si ces critères sont tous valables pour BEPC et à la fois baccalauréat. Parce que nous parlons de ces deux examens. Oui. Tous ces deux critères sont vraiment pour le bac, pour le BEPC et pour le bac. Seulement que pour la pondération, au premier cycle, c'est-à-dire au BPC par exemple, oui, la partie 2 est notée sur 12 points. Et c'est une seule situation problème. C'est une seule situation problème et c'est noté sur 12 points. Donc, ça veut dire que c'est la seule situation problème qui va bouffer les 12 points. Quant à la partie 2 du bac, eh bien, du baccalauréat, oui, il y a 2 situations problème. Donc, à raison de 6 points, pas situation problème. Là, c'est réparti. C'est réparti naturellement. Maintenant, il faut comprendre que si on répartit bien les points, vous allez voir, partie 1, c'est 6 points, c'est noté sur 6 points. La partie 2 est notée sur 12 points. Ça fait 18 points. C'est ça. Alors qu'on est à la quête de 20 points. Voilà. Donc, il y a une troisième partie pour la grille d'appréciation des copies intitulée « Critères de perfectionnement » qui est notée sur 2 points. Et les 2 points plus les 18 points, ça fait alors 20 points. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Je suis en train de constater que j'ai vraiment un sachant devant moi. Vous avez gardé tout le format, jusqu'à garder même en détail tout ce qui est appréciation sur copie et comment noter chaque partie, vous l'avez gardé. Oui. Ça prouve combien de fois vous maîtrisez bien le sujet. Oui. Et je voudrais quand même savoir, puisque je ne peux pas quand même avoir quelqu'un comme vous qui maîtrise la matière des sciences de vie et de la Terre, sans pour autant lui demander à quoi on peut s'attendre. Les grandes parties généralement abordées dans ces examens, quand on prend une épreuve, quand on prend l'épreuve comme ça, comment est-ce que l'étudiant, en fait, l'élève peut organiser sa révision pour pouvoir réussir ces différentes étapes, puisque il n'est pas rare de constater que c'est le moment pour certains de commencer par bûcher du matin au matin. Et comment est-ce qu'il peut organiser sa révision pour pouvoir réussir ces différentes parties, que ce soit au BEPC ou au baccalauréat? Je voudrais juste commencer par dire que ce n'est pas du tout difficile. Ce n'est pas du tout difficile, d'autant plus que les exercices existent déjà. Dans les livres, il y a plusieurs livres. Je ne suis pas venu ici pour faire la publicité des documents, mais il y a certains documents fiables sur le marché et bien avisés par nos autorités hiérarchiques. Donc, les exercices existent déjà. Il y a les épreuves aussi. Par exemple, l'État a fait de telle manière qu'il y ait les examens blancs départementaux. C'est ça. Donc, moi, je suggérerais à l'élève, au candidat, au BPC comme au bac, d'aller à la quête de ces différentes épreuves. De ces différentes épreuves, ça pendant ces périodes de révision. Eh bien, de ces différentes épreuves et de commencer par les traiter. Et d'abord, avant de commencer par traiter une épreuve, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord se familiariser avec son cours. Il faut se familiariser avec son cours. C'est la première des choses. Et secondo, aller à la quête des épreuves et commencer par les traiter. Il faut s'organiser. Il faut savoir gérer son temps. Et chaque fois que vous prenez une épreuve, il faut bien lire, chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ne pas s'agiter. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? La plupart des candidats, très souvent, quand ils sont face à une épreuve, que ce soit en partie 1 ou en partie 2, en SVT, bien entendu, eh bien, ils s'agitent et ils passent à côté. Alors qu'il faut se temporiser, bien lire, chercher à comprendre ce qu'on te demande, ce qu'on attend de toi. Il en est de même pour les exercices de type partie 2. Donc, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut beaucoup s'entraîner avec ces épreuves-là. Il y a aussi les examens nationaux qui sont collectés dans les livres et les examens et les sessions de remplacement. Il faut essayer de se familiariser avec ces épreuves-là. Et je crois bien qu'avec ça, eh bien, le candidat moyen, comme c'est un examen, le candidat moyen va s'en sortir. Exactement, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours. Quand je prends BEPC, oui, il y a des chapitres, qu'on veuille ou non, est-ce qu'il y a des chapitres qui viennent presque toutes les années? C'est vrai qu'il y a des années d'exception, mais
est-ce qu'il y a des chapitres qu'il faut absolument maîtriser avant d'aller s'asseoir pour la composition de l'épreuve des SVT au BEPC? Je suis tenté d'aller dans votre direction, mais il y a de cela 3 ans que je n'oriente plus trop les enfants sur tel chapitre à maîtriser ou bien sur tel SA à maîtriser, à cause de certaines expériences que j'ai eu à faire personnellement. Parce que, et par exemple, si je prends le bac D, le bac D, parce que très souvent, la plupart de mes classes, ce sont les classes de terminale D. Et si je prends le cas de la génétique formelle et la génétique humaine, si je prends ces deux génétiques-là, et si on prend les bacs passés, on a constaté qu'ils alternent. C'est-à-dire, ils s'alternent du moins. Ils s'alternent. Si bien que quand la génétique humaine sort cette année, c'est que l'année qui va suivre, c'est la génétique formelle qui sort. Et on a suivi ça. Mais l'année passée, par exemple, on s'attendait à ce que la génétique formelle puisse sortir. Et ils vous ont dribblé. Et ils vous ont dribblé. Et c'est la génétique humaine qui est venue encore. Donc, 2 fois consécutivement. Donc, tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il ne faut plus orienter les enfants vers tel ou tel chapitre. Le candidat qui va à l'examen doit s'apprêter à tout et à tout, sauf rien. Donc, il faut maîtriser toutes les SA. Pour le candidat qui va au BPC, il doit maîtriser toutes les SA, faire ses révisions, s'organiser. Et quand ton candidat qui va au bac, il doit maîtriser également toutes les situations d'apprentissage et s'attendre à tout. C'est ce que je puisse dire. C'est vrai, ça c'est une réponse très diplomatique. Vous ne voudriez pas tomber dans le piège des années antérieures. Vraiment, vraiment. Vous voudriez quand même sauver tous les élèves. Oui. Alors, c'est bien sage de votre part. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une méthode, puisque quand on parle quand même de SVT, c'est beaucoup de notions à garder, que ce soit en 3e ou en terminale. Est-ce qu'il y a une méthode pour vite assimiler les notions, pour garder les notions afin de les restituer? Bon, ce que je vais dire tout simplement, aujourd'hui, les SVT, ce ne sont plus des sciences à mémoriser forcément. D'abord, l'apprentissage commence d'abord par l'enseignement. Quand on parle de l'apprentissage, il y a la trilogie. Enseignement, apprentissage et évaluation. D'accord. Vous voyez ça? À partir de l'enseignement déjà, moi, j'aurais préféré que le candidat soit attentif en classe, qu'il soit attentif. Parce que l'enseignant qui est venu enseigner a quelque chose à donner. Donc, qu'il s'éloigne de tout esprit de distraction et soit vraiment attentif. Il y a toujours quelque chose que l'enseignant apporte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut comprendre que quand l'élève, le candidat, je suis candidat, je vais au BPC ou bien je vais au bac, je reviens à la maison, je dois avoir mon propre emploi du temps et pour reprendre tout ce qu'on a fait avec moi. Et cela, un certain nombre de fois, pour maîtriser le peu qu'on m'a donné, avant d'aller à la quête d'autres savoirs. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi en même temps, il y a mon professeur de mathématiques qui m'a gardé en terminale. J'ai la nostalgie. Il nous disait chaque fois, la meilleure manière d'apprendre, c'est de reprendre. Tout ce qu'on fait avec l'apprenant, il doit pouvoir reprendre. S'il ne reprend pas et que son similaire revenait. Donc les exercices à la maison. Les exercices, oui, à la maison. Il doit reprendre tout ce que l'enseignant lui a enseigné à l'école. Et aussi son cahier de cours là, il doit réviser. Il doit lire, relire, relire. Et aussi, pour un candidat qui n'arrive pas à garder en mémoire, il peut aussi s'approcher, comment dirais-je, de son professeur pour demander plus de conseils. Parce qu'on ne pourra pas tout dire ici. Merci beaucoup.
Alors, et aujourd'hui, vous avez presque tout dit déjà. Vous avez presque tout dit. Et ça m'inspire quand même une question. Quand on dit examen, c'est de la discipline de soi, c'est beaucoup plus d'exigence envers soi-même. Est-ce que c'est pas le moment au candidat d'aller jouer dans les rues de football à longueur de journée ou d'aller s'amuser régulièrement? OK. Quelle est, de façon concrète, la place de la discipline dans cette réussite-là de fin des années? OK, merci beaucoup. La fois dernière, je disais à mes apprenants, à mes candidats, je leur disais, nous sommes en congé actuellement, congé de Pâques. Oui. Eh bien, je leur disais que il ne faut pas se priver de sommeil. Il ne faut pas se priver de sommeil, mais vous apprenez aussi. Vous apprenez. Et comment apprendre? Comment apprendre? Il faudrait s'organiser. Et à partir de là, tu sais que de telle heure à telle heure, j'ai une matière à réviser ou bien à attaquer. Donc, j'attaque la matière, j'apprends comme cela se doit. Et dans le même temps, eh bien, il faut, quand le sommeil vient, il faut dormir. Maintenant, la distraction, oui, mais ne pas s'éloigner de l'objectif. Parce que quand on va à un bac, par exemple, je prends l'exemple du bac, on parle de mention. Oui. On parle de mention. Bien sûr. Et mention assez bien. Si tu as le bac aujourd'hui avec mention passable, c'est que c'est du gâchis. C'est ça. C'est vraiment un gâchis. Un gâchis en ce sens que aujourd'hui on classe les meilleurs, on veut le meilleur des meilleurs. C'est ça. Donc tu dois avoir une vision, un objectif pour ta vie. Et comme je l'ai dit à mes candidats la fois dernière, eh bien si tu optes pour la mention très bien, il faut savoir que tu peux avoir la mention bien. Si tu optes pour la mention bien, tu peux avoir la mention assez bien. Si tu optes pour la mention assez bien, tu optes pour, il faut savoir que, eh bien, Dieu va te donner passable. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne nous donne pas toujours à la mesure de nos attentes. Donc, si tu optes pour la mention très bien, par exemple, ou bien excellente, tu dois tout faire, tu dois te battre. Oui. D'abord, dans chaque matière, il n'y a pas que les SVT qui fait le bac. Il y a aussi d'autres matières. Tu dois t'asseoir et te fixer des objectifs. En mathématiques, combien je peux avoir. Si j'opte pour la mention très bien, combien je peux avoir en mathématiques, combien je peux avoir en SVT, et ainsi de suite. Et c'est compte tenu de ça que tu vas travailler. C'est ça qui va motiver, qui va déterminer. Donc, si toi-même, tu peux te distraire à longueur de journée, tu le sauras. Vous êtes croyant et nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Oui. Vous êtes croyant. Oui. Et quel est le rôle de la prière et la foi dans la préparation d'un examen? La prière, moi, je vais dire tout simplement que c'est vraiment l'arme du chrétien. Parce que tout n'est pas que physique. Et d'ailleurs, comme nous le savons déjà, eh bien, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est ça. Tout commence par là. Et à réussir à un examen, ce n'est pas synonyme de « je suis intelligent ». C'est moi qui connais tout. Non, ce n'est pas ça. En réalité, le candidat qui s'apprête doit s'apprêter aussi spirituellement. Et parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres qu'on doit prendre en compte. Et donc, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut aller à l'église. Il faut écouter les messages et beaucoup prier. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Vous êtes aussi parent. Et mener une vie de consécration. D'accord. Oui. Vous êtes aussi parent et je ne pourrais quand même pas vous recevoir sur ce plateau sans prendre votre avis sur l'accompagnement des parents en cette période sensible pour les enfants. Ah oui, c'est très très important. Je voudrais juste dire que en tant que parents, nous devons savoir parler à nos enfants, surtout en cette période de fin d'année scolaire. Il faut prier pour eux, même s'il advenait qu'ils ne se comportent pas bien, il faut s'abstenir de les maudire. Il faut s'abstenir de les maudire. Ce n'est pas bien. Parce que ça les suit. Ça les suit. Même si l'enfant se comporte mal, toi, parent, tu dois savoir que oui, c'est un enfant et l'amener à la raison de la manière la plus douce. Et prier aussi pour eux chaque fois. Ne pas manquer
de leur... Parce qu'il y a certains parents qui punissent les enfants sous prétexte que... Et non, donc ils les privent de nourriture sous prétexte qu'ils n'ont pas fait leurs exercices ou bien qu'ils n'ont pas fait ou bien qu'ils se sont mal comportés. Moi, je trouve que c'est anormal. C'est anormal. Normalement, la nourriture, tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse réussir, il faut leur fournir ça et mettre tout dans les mains de Dieu. Les suivre, surtout les suivre. Parce qu'il y a les portables. Oui. Les portables qui sont de véritables voleurs du temps. Il faut les suivre quand est-ce qu'ils dorment, quand est-ce qu'ils se réveillent et les amener à l'école, demander leurs feuilles, comment ils suivent à l'école, tout ça là. Parce que tout ça là entre en ligne de compte pour la réussite de l'apprenant. Merci beaucoup. Merci. Et pour conclure, oui, un mot à l'endroit de nos candidats qui s'apprêtent, avant que je vous prie également de prier pour ces candidats. Vous allez donner un mot, ne serait-ce qu'un message d'encouragement à ces candidats qui désespèrent, peut-être qu'ils n'ont pas eu la moyenne en fin d'année ou qui se sentent non prêts pour aller affronter les épreuves de fin d'année. Surtout à l'endroit des élèves qui n'ont pas eu la moyenne requise pour aller en année supérieure. Je prends par exemple le cas du BPC. Oui. On en a besoin. Moi, je voudrais leur dire tout simplement de ne pas se décourager. D'accord. Oui. Ne pas du tout se décourager. Et pour ceux qui vont au bac, ne pas se décourager parce que tout dépendra du comportement qu'on a en ces derniers, c'est-à-dire dans les derniers moments. C'est ça qui importe. Parce que moi, j'ai connu, quand j'étais en terminale, j'ai connu un ami qui est toujours dernier. Il est toujours dernier, mais il est allé au bac. Il a pu s'en sortir avec mention assez bien. Donc ça veut dire que rien n'est encore perdu. Il faut toujours se donner à fond. Il faut battre le fer. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin, il faut savoir que ça reste à jouer toujours. Donc il faut se battre. Il faut se battre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, professeur Waliou Amoussa. Je vous prie de prononcer quelques mots de prière sur nos frères, nos sœurs qui se préparent dans quelques heures, dans quelques jours, à aller affronter les épreuves de fin d'année. Abba Père Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'exaltons pour tout ce que tu fais. Gloire à ton nom pour tout ce que tu fais, mon Dieu, mon roi. Je sais que tout dépend de toi. Oui. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui. Mon Dieu, mon roi, nous-mêmes, nous ne connaissons rien. Nous ne sommes pas intelligents. Oui. Mais nous savons que toi, tu es le Dieu de sagesse. Tu es le Dieu qui détient l'intelligence. Oui. C'est toi qui donnes tout. Je voudrais que tes enfants qui vont au BPC, qui vont au bac, je voudrais les remettre dans tes mains. Oui. Je voudrais quand même que tu puisses les suivre dans tous les domaines. Amen. Les parents sont limités. Ils ne pourront pas les suivre dans tous les domaines. Oui. Mais je voudrais quand même que tu envoies ton Esprit Saint afin qu'ils puissent les remplir, afin qu'ils puissent les orienter comme cela se doit et assiste-les afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et effectivement, l'Éternel des armées recevra la gloire à la fin de temps. Je sais que vous êtes capables, je sais que vous réussirez. D'ici là, nous allons nous revoir et célébrer la grandeur de l'Éternel des armées après votre succès.